Tu as acheté ton premier appart à 20 ans, tu as lancé ton entreprise dans la finance sous la marque Leverage Club et tu as investi déjà plus de 2 millions d'euros. Tu as aussi une conciergerie à Cannes où tu gères actuellement 7 biens. Tout ça alors que tu n'as même pas terminé le mur. Quand t'as jamais investi en immobilier, tu te dis que c'est super dur. En vrai, tu vois un mec, deux mecs, 10 mecs, 20 mecs qui le font, qui gagnent de l'argent, et tu te dis bon bah t'as pas besoin d'être une lumière non plus. T'as beaucoup de gens justement qui disent est-ce que je peux doubler mon capital en un an? Ok, mais est-ce que t'es prêt à prendre les risques adéquats en face? Prêt à faire pour ça, Parce que forcément, c'est vrai que si tu contactes des alumni dans l'espoir que un mec sur un va te répondre, tu vas vite être déçu. Tu joues sur le nombre. Comment vous faites pour avoir de la crédibilité, de vous dire trouver, aller démarcher les clients concrètement? Pour voilà, en termes d'objectifs de collecte sur ma partie sur laquelle je suis responsable, moi j'essaie d'aller récupérer plusieurs millions. Donc là, c'est déjà plutôt bien entamé. Bienvenue dans ce premier épisode du Trade Talk. Je m'appelle Boris Ravo, on est avec Kémil, le co-intervieweur, et notre invité Bastien. Alors, juste avant d'arriver sur Bastien, très rapidement, ce qu'on fait dans cette émission, c'est qu'on invite des personnalités qui ont du succès après une école de commerce. Des gens qui, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient encore en école et qui ont réussi déjà à se démarquer, à atteindre certaines positions prestigieuses, qui entreprennent ou qui créent des choses plutôt intéressantes. Alors, on va pas seulement aller raconter des belles histoires, on va essayer d'aller, c'est notre rôle avec Kémil, on va essayer d'aller creuser pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière la réussite de ces personnes, comment ils en ont réussi à arriver là où ils en sont aujourd'hui, et pour essayer d'établir une sorte de modèle de leur réussite, pour que toi qui nous regardes, si tu as envie de faire pareil ou quelque chose de similaire, tu aies les clés. Ça vous va pour l'instant? Magnifique. Okay. On est bon. Donc on va commencer avec Bastien. Si tu veux, ce que je peux faire, c'est que je peux te présenter assez rapidement. Ouais. Donc Bastien, tu as acheté ton premier appart à 20 ans. Tu as lancé ton entreprise dans la finance sous la marque Leverage Club, où tu accompagnes plus d'une centaine de personnes aujourd'hui et tu as investi déjà plus de 2 millions d'euros. Ouais. Tu as aussi une conciergerie à Cannes, où tu gères actuellement 7 biens. Et tu es aussi... Ouais, ça c'est un truc que j'ai remarqué, on n'en a pas spécialement parlé, mais tu es aussi très très doué en réseau. Tu es toujours un peu dans les événements, dans les trucs, tu as pas mal de connexions et ce sera intéressant de voir comme ça, ce qui se passe derrière ça. Mais surtout, tu as fait tout ça alors que tu n'as même pas terminé le mur. Voilà. Ouais. T'as quel âge? 23, 24? Là, 24 ans. 24. Ouais. Ok. 24 ans, ouais. Je te laisse un peu le relais, là, je trop parlé. À toi, Kémil. Commence un petit peu. Du coup, ce qui serait intéressant pour nous de comprendre, c'est le début de ton parcours, d'où tout ça devient un petit peu. Comment t'en es arrivé à... Ouais, ton enfance, un peu, rapidement, tes parents, ton contexte. Ce parcours financier. Ok. Ça marche. Déjà, merci pour l'invitation sur votre podcast. Bonjour à votre audience également. Et donc, effectivement, pour ma part, donc, j'ai commencé vraiment à entreprendre lorsque j'étais à l'université. Donc, il faut savoir que moi, à la base, j'avais vraiment un profil ultra sécuritaire. Donc, je me prédestinais plus à une carrière, vraiment à un avenir carriériste. Et c'est une rencontre que j'ai eue avec un très bon ami à moi qui est aujourd'hui du coup un de mes associés dans les affaires, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat. Donc on a commencé au début par de l'associatif et après progressivement on a switché vers nos propres investissements. Et quand on a commencé à faire nos propres investissements par nous-mêmes, après de plus en plus on a eu... donc on faisait des événements, on a eu des gens qui ont commencé à nous solliciter. Et en fait de fil en aiguille on s'est dit... qu'on était vraiment sur quelque chose qui nous passionnait, qui nous plaisait bien. Et on s'est dit, maintenant, fini l'associatif, on va essayer de monétiser un petit peu ces skills-là, ces compétences. Et on l'a fait par la création d'une société. Voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ouais, on a eu pas mal de désillusions. Et là, de fil en aiguille, on prend en maturité, en expérience, donc ça va un petit peu mieux. Au niveau du parcours, donc après moi j'ai eu un parcours plutôt classique. Donc, ils faisaient quoi tes parents? Et 2 parents dans l'éducation nationale, donc okay. Père directeur de lycée, collège-lycée, ma mère, comment on appelle ça? Ma mère institutrice dans une école. Donc voilà, les 2 parents dans l'éducation nationale, enfance tranquille, ni pauvre ni bourgeoise. J'ai grandi à Mayotte pour le coup pendant 8 ans. Et donc après, je suis rentré en France pour collège, lycée, université, etc. Okay. Donc voilà un petit peu. J'ai fait une partie de mes études aussi aux États-Unis, où j'ai eu l'occasion là d'étudier la finance de marché, la finance d'entreprise.
Ça a été un gros tournant dans mon parcours. Et c'est vraiment en revenant des États-Unis où là, il y a eu vraiment cet état d'esprit qui a changé, où je voulais vraiment faire plus de choses, quoi. Ok. T'étais quel type d'élève? En cours? Ouais. Plutôt très tranquille. Hein. Très tranquille? Très tranquille. Pas trop de vagues? Pas de vagues. De toute façon, je suis arrivé au collège. Donc j'avais ma mère qui gérait... on était dans une petite ville. Ok. Donc du coup, tout le monde connaissait un petit peu tout le monde. Ma mère, elle gérait l'école primaire. Enfin, elle était impliquée dans l'école primaire. Mon père était impliqué dans le collège. Et vraiment, je me souviendrai, jour de rentrée, 6e, mon père qui me prend entre quatre yeux et qui me dit franchement, si tu fais ça, en rentrant à la maison, je vais te faire ça. Donc, me pose pas de problème. Pas de choix d'être tranquille. Voilà, il m'a dit, me pose pas de problème, fais pas de vagues et ça va bien se passer. Du coup, j'ai dit, ok, papa, pas de souci. Donc, non, franchement, après, au-delà de ça, non, j'étais pas chien fou ou quoi que ce soit. Plus quand j'étais vraiment très petit. Mais après, au collège, j'ai toujours été canalisé après par le sport ou le travail. Donc, voilà, du coup, ça. Et niveau notes? Niveau note, bonne note, hein, franchement. Tu vois, parcours très classique, bonne note, bon élève. Le goût de faire les choses bien. Et si tu veux que je développe un peu sur la partie personnelle, profonde, c'est plus, comment dire, beaucoup d'ennuis que j'ai au début comblé par du travail scolaire. Après, quand j'ai grandi par des soirées. D'ennui par rapport à quoi? Je m'ennuyais, en fait, je savais pas quoi faire. Tu vois, je m'ennuyais dans des groupes sociaux. Ok. Pas forcément de sujets communs de discussion, d'interaction. J'étais beaucoup aussi avec les amis de mon grand frère, avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Aujourd'hui, je suis associé avec un des amis de mon grand frère, justement, qui a 5 ans de plus que moi. Ouais, Voilà, du coup, beaucoup d'ennuis. Donc au début, c'est passé par sport, travail scolaire. Après, c'est passé par soirée au début de la vie étudiante. Et après, retour des États-Unis, c'est là que vraiment le shift il s'est opéré. Et là, du coup, c'était beaucoup plus travail business. Attends, mais juste avant ça, quand tu pars, le début de tes études, c'est quoi? C'est l'IAE, ça? Ouais, c'est ça. En Ouais. gestion de patrimoine? Vraiment très généraliste. Parcours généraliste, donc c'est-à-dire la licence que je fais à l'IAE, je sais pas si aujourd'hui elle s'appelle toujours comme ça, Ok. c'est TQM. Ok. Donc, globalement, c'est technique quantitative du management. Donc en gros, c'est banque, gestion, enfin comptabilité, c'était très, très généraliste. Et après, du coup, je fais une licence sciences de gestion. Et ensuite, au retour des États-Unis, un master gestion de patrimoine. Et après, du coup, le M Lyon. Donc du coup, ça m'a fait 7 ou 8 ans d'études. Voilà, du coup, mais... Et pourquoi tu vas là de base, à l'IAE? À l'IAE Ouais. Qu'est-ce qui. Parce que les professeurs que j'ai au collège veulent que j'aille en prépa. Moi, j'avais un peu la flemme. Et du coup, je me suis dit que je voulais plutôt apprendre par moi-même, donc faire mes expériences, aussi bien sociales que professionnelles. Et donc, du coup, je suis parti à l'IAE parce que c'était le juste milieu entre fac réputée et à la fois quand même un peu plus de liberté qu'en prépa, sans pour autant avoir le coût d'une école de commerce. Comme vous le savez sûrement. Tu vois, lui, il a été smart. Alors, prépa. Et tu avais déjà en tête de switcher après vers l'école de commerce ou pas du tout? Tu t'es juste dit non. Aucune idée. Ouais. En fait, je savais même pas. Pour moi, comment dire? Pour moi, j'étais persuadé qu'après j'allais intégrer Dauphine ou tu vois. Ouais. Je me suis toujours dit, tu vois, que j'allais avoir tout ce que je voulais. Bon, du coup, j'ai pas eu directement tout ce que je voulais. Donc non, vraiment aucune idée quand je sors des études, enfin comment dire, quand je rentre vraiment dans le monde universitaire, je rentre là en me disant je trouverais bien en cours de route, quoi. Donc aucune idée. C'est vraiment quand je pars aux États-Unis et après que du coup je valide ma licence là-bas. Pour tout te dire, je suis rentré des États-Unis du coup en plein Covid. Et je savais même pas encore que j'allais faire une école de commerce. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un master en gestion de patrimoine, puisque c'était le C'était Covid. après les États-Unis que tu as fait Ouais. le master? Directement en rentrant, ouais. Et donc, c'est aux États-Unis que tu as eu le shift, je veux aller vers la gestion de patrimoine, la finance, tout ça? Ouais, en fait, je faisais mes investissements à ce moment-là. Ah, d'accord, donc tu étais déjà dans. Ouais. Ouais, parce que tu m'as dit 20 ans. Ouais, c'est ça. Du coup, on avait déjà fait l'association avec. Aux États-Unis, t'as quel âge pour situer un Aux petit peu? États-Unis, je pars aux États-unis, j'ai 20 ans. Du coup, Ok. c'est en Ah, rentrant c'est au des moment États-Unis où- que j'ai ok, acheté. ok, ok. Effectivement. Ouais. C'était l'été, après le Covid, tu sais, pendant l'été. Alors attends, est-ce que c'est cette année-là? Ouais, pendant l'été, il y a eu un déconfinement, non? Pendant l'été, je me Ouais. souviens plus. Ouais, Possible. ouais c'est sur cette. Peut-être, ouais. C'est sur cette tranche-là, soit ça, soit l'été d'après, du coup. Ok. Mais bon, voilà, en gros, c'est à ce moment-là. Mais il me semble que c'est l'été été 2020, du coup. Si je te dis pas de bêtises, si on a bien eu un déconfinement. Et donc- Mais il me semble qu'on en a eu un. Mais donc, c'est bien Oui. avant ça que tu es intéressé par la finance.
Du coup, c'est à Oui. partir de quand que débute ton appétence pour ça? Deuxième année de fac, donc j'ai 18 ans. Ok. Tu avais un an d'avance? Non. Non? Non, mais Ok, 18 c'est ans, juste, après je suis du mois de juin, ok, du ok. coup, ouais, c'est pour ça. Ouais. Ok. Donc à ce moment-là, c'est là à ce moment-là qu'on fait l'association, donc une association qui s'appelle Land to Trade. Ok. On organise des événements, on fait venir des experts comptables, on fait venir des investisseurs immobiliers, des traders, des gestionnaires de patrimoine. Et c'est à ce moment-là, pendant une des interventions, donc il y en a un qui nous explique qu'il a fait un prêt étudiant, qu'il a acheté un parking, qu'il a coupé le parking voiture. Donc il a pris un spray, il a découpé en 3 places de moto. Ouais. Donc une place de parking qui découpe en 3 places de moto et qui revend 2 ans après, je crois, avec une plus-value super intéressante. En volume, pas énorme, mais je veux dire en pourcentage qui est super intéressante. Et du coup, moi je me souviens avec mon associé, donc Samuel, on se dit putain, faut qu'on fasse pareil quoi. Putain, les parkings. Tu sais Ouais. qu'il y a des gens qui sont millionnaires avec ça? Ah ouais? Des parkings, oui. Ouais. Et du coup, cette association, c'est avec l'université ou c'est vous, perso, qui l'avez faite? C'est nous en perso, Ok. on fait une association, on collabore dans l'université. Mhm. Enfin, on exploite les locaux qu'ils mettent à disposition, etc. Mais on fait cette association dans l'idée d'être rentable. On a toujours Ok. cette optique-là de se dire ça va nous apprendre à gérer une boîte. Mhm. Donc, tu vois, on fait vraiment. Tu vois, on fait les rats sur tout ce qui est budget marketing. On essaie de négocier au maximum. On va essayer de trouver des sponsors pour qu'ils nous donnent de l'argent, etc. C'était toi l'initiateur de ça? Non, c'est plus mon associé. Ok. À la base, moi, comme je t'ai dit, à la base, c'était plutôt carriériste. J'allais me dire, ok, bah, petite carrière tranquille. Et au final, c'est après, en fait, avoir rencontré tous les gens qu'on a fait intervenir, qui ont parlé de leur parcours, de ce qu'ils ont fait, et nous-mêmes faire pareil juste après et voir que, bon, bah voilà, on a eu un peu peur sur les premiers placements. Surtout que moi, j'ai commencé à investir en bourse, du coup, juste avant le Covid. Ah ouais. Donc, du coup, tu vois, je me Timing mange un... parfait. Ouais, c'est ça, tu vois, en vrai, j'ai rien touché, juste j'étais un peu en stress. Mm. Et au fur et à mesure, avec le temps qui passe, on prend en confiance en soi. Et donc, du coup, voilà, après, au fur et à mesure, moi, j'ai pris goût à ça. Ok. Mais à la base, j'étais plutôt. Moi, j'étais plus la personne, pas réfractaire, mais un peu qui allait voir les points négatifs de partout. Ah ouais. Et du coup, on se complétait très bien avec mon associé qui était plus avec le côté chien fou. Mhm. Et en fait, on a eu un équilibre vraiment hyper smart, enfin hyper intéressant là-dessus. C'était hyper pertinent. C'est Quoi. marrant parce que maintenant c'est toi qui es chien fou de ouf. Oui, mais après, mon associé, il est toujours un peu plus que moi. Maintenant vous êtes deux, ok. C'est ça. Donc, ouais, Comment mais, t'expliques un peu? Bon, après, ça va peut-être venir dans ce que tu vas expliquer, mais comment Mm. t'expliques ce shift? Après, de la sécurité, je sais Mm. pas, tu regardes un peu à tâtons. Ah, allez, let's go, on y va. On s'en fout, quoi. bah, alors, déjà, je reviens des États-Unis, donc là-bas, tu as vraiment une culture qui est très différente. Ok. Après, j'ai vécu des expériences pas faciles aussi là-bas qui m'ont fait un peu reconsidérer la notion de grave et pas grave. Tu vois, le truc de dire, bon, bah, au pire, tu perds un peu d'argent ou je sais pas. Enfin, tu vois, en tout cas, moi, ça m'a fait réaliser que c'était pas si grave que ça. Ouais. Et une T'as vision une du coup, anecdote? Excuse-moi. pour les États-Unis. Ouais. Pas spécialement. Non, Je non, préfère ça on rester- n'en parle pas, on n'en parle pas. Mais voilà, du coup, c'est en tout cas. Donc, je rentre en France, ouais, avec vraiment un rapport au risque complètement changé. Et ne serait-ce que par voir les gens, comment est-ce qu'ils travaillent là-bas, tu vois. T'as beaucoup plus d'entrepreneuriat, t'as vraiment une vision business. Donc, ça fait partie aussi des choses, tu vois, qui m'ont un petit peu fait changer ma vision des choses. Et aujourd'hui, d'ailleurs, bon, on va pas forcément parler politique, mais je veux dire, politiquement, tu vois, ma vision qui était toujours plutôt libérale, bah, c'est quand même bien confortée sur une vision quand même ouais, bien néolibérale. Ouais. Donc Ok. voilà. Je vois. Ouvert tes chakras. Exactement, exactement, tu vois, c'est ça. Mais vraiment, tu vois, le fait de voir, même un exemple tout bête aux États-Unis, je vais faire mes courses dans un truc, je sais plus comment. Ça devait être un 7-Eleven ou un truc comme ça. Mais c'était pas ça, mais c'était Ouais, une branche là-bas, tu vois. Et tu vois, tu as un manager de la chaîne de grande distribution, il t'accueille, mais comme si il travaillait en indépendant, tu vois. C'est grand sourire, il t'amène prendre le caddie, bonjour monsieur, au revoir monsieur. Là-bas aussi, il t'emballe tes courses dans les sacs eux, donc c'est pas toi qui as à le faire. Donc tu as vraiment cette culture du service, de la satisfaction du client, Ouais. et où vraiment tu as l'impression que voilà, tout le monde c'est ultra compétitif, tout le monde bosse à fond. Donc voilà, moi c'est vrai que ça m'a aussi fait
pas mal reconsidérer la chose et surtout voir des gens qui entreprennent et qui réussissent. En vrai, c'est surtout ça, d'être entouré de Ça a gens. complètement changé ton état d'esprit, quoi. Ouais, c'est ça. Mais aussi l'association. Non seulement moi, le fait d'être en contact avec les intervenants, après même des gens qui ont assisté aux événements, bah, pour eux, ça leur a servi. Mais voilà, de voir une personne. Enfin, c'est comme on dit, hein, c'est quoi déjà la phrase? Enfin, ils savaient pas que le record pouvait être battu, du coup ils l'ont battu, tu vois, c'est un Ils petit savaient peu pas que ça. c'était possible, alors ils l'ont fait. Voilà, exactement. Et donc, c'est un petit peu ça. Et quand t'as jamais investi en immobilier, tu te dis que c'est super dur. En vrai, tu vois, un mec, deux mecs, 10 mecs, 20 mecs qui le font, qui gagnent de l'argent, tu te dis, bon, bah, t'as pas besoin d'être une lumière non plus. Donc, à un moment donné, le truc qui fait la différence, c'est surtout celui qui va, celui qui n'y va pas, quoi. Ok, donc tu voyais des gens autour de toi qui commençaient à investir dans l'immobilier et tout. Ouais. Et au bout d'un moment, tu te dis, ok, alors lui, il a réussi, bon, c'est peut-être un coup de chance. Mais lui aussi, mais lui aussi, mais lui aussi. Et donc C'est ça. tu te dis, bon, je serais un peu con de pas essayer, quoi. Ouais, exact. Ça, et puis un gars qu'on a fait intervenir qui s'appelle Joël Benamou, Ok. gros investisseur immobilier sur Saint-Etienne qui était venu partager son expérience. Et lui, c'est pas un bien ou deux biens, c'est des dizaines et des dizaines de biens. Donc à un moment donné, tu te dis, ok, voilà, c'est pas un coup de chance. S'il enchaîne autant les opérations, une très grosse communauté d'ailleurs, bien suivie. Et voilà, ouais, c'est vraiment un mec qui fait les choses super bien. Et avoir pu le rencontrer, et voir comment il bosse, ouais, tu te rends compte que c'est complètement faisable. Et du coup, après, forcément, ça motive, quoi. Du coup, 18 ans, association. Oui. 20 ans, tu pars aux US. Oui. Et tu rentres, premier investissement, ou entre-temps, tu avais déjà fait des choses, touché un petit peu Oui. des valeurs mobilières, peut-être, j'en sais rien. Ouais. En fait, du coup, c'est donc, tu sais, le conseiller en gestion de patrimoine qui était venu parler de son expérience d'achat de parking pour découper en 3 lots en parking de moto. Donc ce mec-là vient, il pitch, il fait sa présentation. Et à ce moment-là, du coup, avec mon associé actuel, on se regarde, on se dit, bon, bah, let's go, on fait pareil. Donc là, on prend chacun, on prend 50 000 euros de prêt, chacun. Alors moi, j'ai pris un petit peu moins à l'époque, et après, j'en ai repris d'autres par la suite, de prêt étudiant. Ok, prêt étudiant. Ouais, prêt étudiant. Et on voulait investir avant de partir à l'étranger pour avoir le flex de se dire, ok, on a investi avant nos 20 ans. Du coup, on n'a pas eu le temps, parce qu'après, on est parti, on a un peu fait traîner, on a un peu procrastiné. Donc, on a mis tout sur une assurance vie sécure. Et on s'est dit, au retour de l'étranger, on pioche dedans et on investit en IMO. Donc, du coup, à ce moment-là, on avait un peu de bourse, un peu d'assurance vie. Moi, j'ai mis, je crois, 80% en assurance vie et un 20% pour boursicoter, où là, du coup, je me suis fait une petite frayeur avec le Covid, mais qui s'est bien terminée, puisque du coup, après, comme on l'a vu, les marchés ont directement assez vite remonté post-Covid, quoi. Donc, voilà, du coup, ça là-dessus, petit coup de chance, parce que en vrai, moi, j'étais plus en panique qu'autre chose, mais j'ai rien fait, du coup. J'ai juste laissé courir. Le prêt, vous le justifiez comment auprès de la banque? Prêt étudiant, vous êtes pour placer? Bonne question. Ouais, alors en fait, t'as des banquiers qui vont être assez à cheval, surtout pour monter sur les plafonds max de prêt. Donc ça doit être dans les 80 000 euros. Je pense que tu peux monter un peu plus, mais après c'est échelonné. Ouais, pour un prêt étudiant. Ouais, pour un prêt étudiant. Donc prêt étudiant, d'ailleurs, c'est vraiment le nom marketing, mais sinon c'est concrètement c'est un prêt conso. Hein. C'est un prêt conso. Tu peux faire des prêts étudiants un peu plus élevés, mais au bout d'un certain montant, ça va être échelonné dans le temps. Donc en gros, on va te donner 15 000 par an pendant 5 ans. Donc là, nous, comment on justifie avec le banquier? Pour 50 000 euros, il te pose pas trop de questions. Et donc en gros, voilà, moi je dis que je pars à l'étranger, que je vais m'acheter une voiture, que ça va me payer mes loyers, etc. Mais en réalité, le banquier, moi je me souviens, il m'a dit, écoute, ton projet, en vrai, je m'en fous. Fais-moi voir la fiche de paye des garants. Et voilà, après il m'a dit, du moment que tu payes, on s'en fout. Et tes parents, ils ont dit quoi? Et mes parents, ils ont toujours été super cool avec moi. Trop stylé, ça. Ils m'ont dit, franchement, si c'est la merde, bah, tu te démerdes. Mais si ça marche bien, tu vois, c'est tant mieux. Et donc, jusqu'à maintenant, ça va, ça marche plutôt bien. Trop bien. Donc voilà. Non, franchement, ils ont été super cool là-dessus. Même quand après, je suis retourné voir la banque pour... Donc concrètement, c'était quoi l'opération? Parce que tu achètes un appartement, mais c'est dans quel but? C'est dans quelle visée? C'est quoi? Du coup, on achète à Saint-Etienne, qui est du coup une ville où tu as le prix au mètre carré qui est très peu cher et qui est juste à proximité de Lyon. Donc, du coup, moi, comme j'ai fait mes études à Lyon, je connais bien. Donc, on achète à Saint-Etienne un studio. Donc, on l'achète à 43 000 euros en plein centre de Saint-Etienne. Donc, en gros, concrètement, comment on s'y est pris? On s'est dit, on n'a pas un budget énorme. Donc, on avait mis une partie sur du placement financier. On voulait mettre une autre partie, du coup, sur l'IMO.
Globalement, on a fait 50-50. Et en gros, l'objectif, c'est d'aller faire du cash flow. En immobilier, tu as 2 stratégies principales. Tu vas soit viser plutôt la rentabilité, dans des secteurs où tu as un prix au mètre carré qui est plutôt bas. Donc typiquement, tu peux avoir Saint-Étienne, je sais pas, tu peux avoir peut-être des villes comme Béziers, comme peut-être Le Havre. Enfin, voilà, des villes où tu as un prix au mètre carré qui est pas très élevé. Et de l'autre côté, tu as la stratégie où là, plutôt, on va chercher à faire du patrimonial. Ouais. Donc d'un côté, ton rendement, tu vas le faire sur les loyers qui sont générés. De l'autre, tu vas le faire sur le foncier, la valorisation fondamentale de ton bien. Donc par exemple, Paris, généralement, on est sur des rentas qui sont pas énormes. Après, ça dépend bien évidemment de l'exploitation du bien. Si tu le loues en courte durée pendant les JO, forcément, voilà, tu peux te faire des bons loyers. Mais Paris, longue durée, tu ne seras pas très rentable. Par contre, c'est un marché qui va prendre... Bon là, la folie sur Paris, elle s'est un peu stoppée, mais entre 2010 et 2020, Paris, c'est un marché qui a énormément pris en valorisation. Donc c'est surtout là que tu vas faire ta valo. Et tu as un petit peu les 2 strates qui se valent. Il faut vraiment voir quel profil d'investisseur on est et quel budget on a. Parce que pareil, pour faire du patrimonial, forcément, généralement, ça peut coûter un peu plus cher. Et tu as des villes qui sont un petit peu à l'entre-deux, comme Cannes, par exemple, où tu peux avoir un peu de renta et une valo fondamentale qui augmente aussi. Donc nous, on n'a pas un budget énorme. On se dit, OK, on va viser petite ville, prix au mètre carré pas très élevé. Et donc, on va viser donc, du cash flow. Donc, on achète ce petit studio. Comme ça, avec un prêt étudiant, on a un différé sur le remboursement. Ouais. Et donc, on génère, je crois, sur une OP à 43 000, on fait 400 € de loyer par mois depuis 3 ans. Tu vois, c'est pas énorme. Hein. Après, entre-temps, du coup, mon associé a fait d'autres opérations. Et voilà, du coup, c'était vraiment la strat. Là, on est en train de voir pour le revendre et pour investir. Ok. À l'origine, il n'y avait pas de strat de revente derrière. Ouais. C'était juste avoir un bien et du coup, voilà. Et là, vous avez pensé du coup à... Ouais, pour réarbitrer. En fait, après, quand tu commences à avancer un petit peu sur la gestion de ton patrimoine, tu te rends compte que voilà, il y a des fois, tu fais des coups, qu'il y a des fenêtres stratégiques pour revendre le bien. Ouais. Et il faut savoir les saisir. Et là, d'ailleurs, sur Saint-Étienne, j'ai pas su la saisir, par exemple. On a eu des offres, on l'a acheté 43. On a eu des offres l'été dernier à 64. Okay. Et voilà, moi, je voulais flex et vendre à 65. Ouais. Et entre-temps, les taux d'intérêt ont continué de monter. Donc là, je pense qu'on va le revendre toujours en gain par rapport à ce qu'on l'a acheté, mais un petit peu moins élevé que les propositions qu'on a eues il y a un an. Et tu vois, juste simple question de réflexion sur l'arbitrage. Bon, c'est toujours plus simple de revenir après coup, mais si on avait revendu à ce moment-là, on aurait encaissé plus de plus-value, qu'on aurait pu réarbitrer sur les marchés boursiers, un peu en crypto-monnaie, un petit peu sur d'autres projets, même immobiliers. Et voilà, si tu regardes là sur 12 mois glissants la performance des marchés boursiers ou crypto, tu te rends compte que le patrimoine aurait beaucoup mieux travaillé. Donc voilà, c'est après une réflexion après coup qui sert aussi à ne pas refaire les mêmes erreurs plusieurs fois, quoi. Du coup, je me demande, parce que quand tu as dit que quand tu as fait le prêt, vous avez pensé déjà à faire des placements, vous avez placé une partie de l'argent dans quoi d'ailleurs ? Assurance vie, tu as dit ? Ouais, assurance vie, bourse. Assurance vie, bourse. Ouais. Ça veut dire que vous avez déjà des compétences là-dessus ? Oui, de par les gens qu'on a fait. Alors, assurance vie, bourse et private equity aussi. D'accord. Et aussi dette privée. On a fait pas mal de choses. Okay. C'est juste que c'est vraiment des parties marginales. Enfin, dette privée, en gros, on a investi sur plusieurs tickets, sur plusieurs plateformes. Donc, en l'occurrence, avec Anaxago. Bourse, on est rentré en compte titre sur DEGIRO à l'époque. Okay. Là, maintenant, je passe plus par Trade Republic pour tout ce qui va être compte titre. Okay. Et dette privée, ouais, si ça on a fait. On est aussi rentré à l'actionnariat d'une société. Donc une société non cotée en bourse, ce qu'on appelle du private equity. Ouais. Et voilà, donc après, bourse et... En fait, ce que je me demande, c'est comment à ce moment-là, vous avez déjà l'expertise, parce qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à l'investissement. Ouais. Pour beaucoup de gens, l'investissement, c'est chiant. Ouais. Tu vois, je fais partie de cette catégorie à un moment donné, même si je m'y intéresse beaucoup plus et tout. Mais donc, comment tu fais pour commencer à justement toucher du doigt par quoi tu as commencé pour... Voilà, et que tu sais que quand tu fais déjà, tu prends ce risque de contracter un prêt, etc., tu sais où les placer, comment les placer. Est-ce que c'est que par rapport à des gens ou c'est des choses que tu as commencé à regarder en autodidacte sur YouTube? Comment tu as fait à peu près? Mon premier placement, franchement, je me souviens, la première action que j'ai achetée, c'est Microsoft. Ok. Je l'ai gardé très longtemps. Franchement, Microsoft et moi, c'est une longue histoire d'amour. Pourquoi Microsoft? On a fait de l'argent, Microsoft. Bon, après, à petite échelle. Mais... Okay. Microsoft, parce que c'était une société qui avait des marges exceptionnelles.
Et c'est une des seules sociétés au monde, je crois qu'elles sont deux. Tu as Johnson Johnson et Microsoft à être notées AAA par les organismes Moody's. Ok. Et Moody's et l'autre, je sais plus quel c'est. Moi, je vais pas dire. Standard & Poor's et Moody's. Voilà. Ok. Deux organismes de notation principaux. Donc, mais franchement, par rapport à maintenant, quand j'analyse une boîte, et avant, enfin moi avant, j'ai lu 2 articles, Microsoft bonne boîte. Je me suis dit, bon, bah franchement, ça va sûrement pas mourir dans les 10 prochaines années. Et j'ai mis 1000 balles. Tu vois, et je me suis dit, allez, hop. Donc, non, franchement, c'est un petit peu comme ça, au doigt mouillé. Hein. Ok. Ça s'est un petit peu fait comme ça. Et après, je suivais quand même pas mal de gens sur YouTube, donc des gens qui sont dans l'investissement. Je suivais pas mal Yann Darwin, mais à l'époque, il était surtout IMO. Là, il s'est beaucoup diversifié. Donc voilà, non, c'est un petit peu fait. C'était vraiment, t'étais animé par ta curiosité naturelle et Ouais. t'as creusé là-dedans. Et... Ouais, puis au début, franchement, c'est un peu fait un peu au hasard. Tu vois, j'avais pas les mêmes outils que maintenant. Maintenant, j'ai plein de sites web. Enfin, je peux même t'en partager, tu Ouais. vois, certains qui sont vraiment bien pour analyser des sociétés. Des indicateurs financiers que je vais regarder, des indicateurs de profitabilité, des projections, voilà, des ratios financiers à regarder. Franchement, à l'époque, j'ai aucune idée de tout ça. Et il y a une seule chose que je sais, c'est la strat du coup DCA, donc Dollar Cost Ouais. Averaging, qui consiste du coup, je pense que voilà, on l'a entendu sur les Ah, bah, réseaux, si tu veux l'expliquer qui, rapidement. qui consiste du coup à identifier en fait une somme qu'on peut investir tous les mois, qu'on va lisser dans le temps, et qui permet, au lieu d'investir par exemple 10 000 euros sur un point A, d'acheter plutôt une tendance de marché. Donc on va lisser sur 24 mois, 36 mois, voire toute sa vie. Une entrée sur les marchés financiers qui te permet d'acheter une tendance plutôt qu'un instant T sur le marché. Donc typiquement, dans un événement Covid, c'est incroyable parce que si j'avais positionné par exemple 60 000 balles en janvier 2020 et qu'après il y a le crack, je perds 30% en un mois, ça m'aurait fait mal. Là, en l'occurrence, j'étais plus dans une approche où j'avais mis, je sais pas, sur mon compte de bourse, j'ai dû mettre 5 000 euros. J'avais investi 2 000, j'avais encore 3 000 en liquidité. Donc voilà, je continuais de racheter un petit peu le marché. Et au final, c'est vachement sécurisant, cette approche-là. Ok. Donc c'est la seule strat sur laquelle je m'appuie et aussi une stratégie que j'ai toujours gardée aujourd'hui, qu'on appelle... Enfin, ça n'a pas vraiment de nom, mais moi, je l'appelle value investing. Ok. Alors, si tu regardes fondamentalement value investing, on va pas te le définir comme ça. Le value investing, on va appeler ça comme investir dans des sociétés qui ont une valeur fondamentale sous-valorisée. Ouais. Ok. Et en gros, qui vont avoir par exemple des ratios financiers avec les actifs de la société par rapport à la valo de la boîte qui sont très terre à terre. Une société par exemple comme Tesla, elle a des ratios assez élevés de valorisation. Tu vas acheter la boîte beaucoup plus cher que ce qu'elle génère comme bénéfice. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'investissement dans la croissance. C'est un investissement dans la valeur qui est du coup investir dans des boîtes plus comme McDonald's, tu vois, où on a des ratios de valo plus terre à terre. On n'est pas sur des boîtes innovation, des boîtes tech. On a des business models constants dans le temps. Moi, quand je parle value investing, c'est plutôt investir dans des actifs de qualité. Investir dans quelque chose qui, si les marchés baissent, je ne suis pas en stress. Parce que, je te dis une bêtise, si j'ai la ferme conviction que Bitcoin peut monter dans 10 ans très élevé, bon, bah, quand j'ai un Bitcoin à 15 000, 16 000 $, ce qu'on a eu sur le dernier bear market, je maintiens ma stratégie de DCA. Ouais, sur le long terme, t'es gagnant. Exactement. Ouais. Donc, alors que si j'essaie de faire des coups, et moi c'est ce que je reproche pas mal aux gens qui sont novices dans l'investissement, et c'est comme tu as dit, Ouais, l'investissement et une c'est logique de- chiant. Hein. L'investissement c'est Ouais. chiant comme la mort. Il y a Hein. une logique de court terme très vite sur justement le coût, faire de l'argent rapidement et tout ça. Ouais. Et c'est possible, mais je pense que dans tous les Pas dans du long cas. terme. Quoi? Pas dans du long terme en fait. Non, justement, Ouais. pour ça, et de toute façon, même pour faire des coups, il faut se planter un nombre de fois avant pour comprendre comment ça fonctionne et vraiment avoir de la chance. Sinon, c'est pas ça. vraiment de l'investissement, sinon c'est juste du gambling. C'est ça, exactement. Et Ouais. donc, tu as beaucoup de gens justement qui disent est-ce que je peux doubler mon capital en un an? Ok, mais est-ce que tu es prêt à prendre les risques adéquats en face? Qu'est-ce que t'es prêt à faire pour ça? Parce Ouais. que à part le trading ou l'achat-revente de biens en immobilier, ça va être assez compliqué. Et souvent, les gens ont tendance à sous-estimer leur aversion au risque. T'as plein de gens qui vont dire ah ouais, j'ai doublé mon capital, incroyable. Ils sont à moins 2%, ils t'appellent. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Tu vois? Et du coup, c'est pas cohérent. Donc ça, c'est hyper important. Et moi, du coup, ma stratégie par rapport à ça, en tout cas à l'époque quand je commence, et c'est 2 points sur lesquels je suis resté encore aujourd'hui, c'est lisser mes entrées sur les marchés et investir dans de la qualité. Vraiment investir dans... Et ça, c'est valable dans tout. Hein. Immobilier, dette privée,
bourse, quoi que ce soit, même crypto. Tu vois, si tu investis sur un meme coin, un shitcoin, tu investis quand il a fait x10. Demain, il perd 50% de valeur. T'es peut-être pas le plus serein du monde, tu vois, si t'as mis 10 000 balles dessus. Remonter, ouais. Demain, t'investis sur une crypto hyper solide, elle perd 20, 30, 40%. Bon, ça fait mal. Moi, quand j'ai commencé en crypto, la première année, j'avais moins 70% sur mon portefeuille. Ok. Mais j'avais pas investi sur des actifs mauvais, donc j'ai continué d'accumuler. Et aujourd'hui, le marché me récompense pour ma patience. Ouais. Et pas que moi, hein. Faut dire, moi, c'est à mon humble échelle, mais il y a des gens 1000 fois plus, hein. Ouais. Donc c'est ça, vraiment investir dans de la qualité. J'ai une Je pense, anecdote là-dessus, mais je pense non, on va avancer avant. Je te raconterai en off, c'est pas grave. Ouais. Alors là, pour avancer un peu, est-ce que, juste avant de passer à la suite, à l'Average Club, est-ce que tu pourrais faire une rétrospective sur justement ton expérience achat d'appart? Si on devait retracer les différentes étapes, si, admettons, quelqu'un voudrait faire... Est-ce que déjà ce que tu as fait à l'époque, tu penses que c'est toujours faisable aujourd'hui d'acheter un appart comme ça avec la strate pré-étudiant? Mm. Et quelles sont les étapes clés rapidement? Ok. Ouais, du coup, c'est toujours possible puisqu'on l'a. Pas plus tard que la semaine dernière, on est passé chez le notaire pour un de nos Ok. investisseurs étudiants Oui, c'est qui vrai. a fait un prêt étudiant. Allez voir le témoignage sur YouTube. Je vais mettre Non, un lien en on l'a fait, description. Je vais on l'a mettre le fait, lien en description. on l'a fait en plus pour du coup un Ah oui, investisseur. mais j'ai vu la vidéo en plus. Ouais, il s'appelle Cédric. Ouais. On a acheté à Cannes pour lui justement. Alors lui, pour le coup, il a eu un budget un petit peu plus élevé parce que donc là actuellement il est en VIE. Mm. Il avait épargné un petit peu aussi par le passé. Donc là il avait une poche de 15 000 euros en assurance vie et il a fait un prêt étudiant de 75-80 000 euros. Ah ouais, quand même. Et donc après il a allé chercher les quelques milliers ailleurs, je crois dans sa famille. C'est-à-dire que moi, on me faisait galérer pour juste un à la 40 000, je crois. Ouais, après c'est question c'est de de garant. Ouais, Ouais. après c'est question de garant ou de choses. Ouais, de toute façon, il y a des... Ouais. Ouais, avec ça, ouais. Donc du coup là il a fait le pré max. Et là en plus actuellement, donc ce qui est bien, c'est que n'en déplaise à tous les apologistes, enfin je sais pas comment, en fait, ceux qui font l'apologie de la crise, tu vois, Ok. ça va s'effondrer, ça. Moi je les aime bien, hein, tu vois, mais bon, les marchés, voilà, ils sont ce qu'ils sont. Et effectivement, donc là le marché immobilier qu'on a actuellement, effectivement, tu as des taux d'intérêt plus élevés. Tu as des gens qui galèrent à vendre, tu as un nombre de dossiers bancaires, si tu veux, je pourrais t'envoyer les ressources, etc., de dossiers bancaires accordés qui diminuent énormément. Mais pour autant, dans un marché comme ça, tu as tous ces points négatifs, tu as aussi un point positif qui est du coup une demande qui s'amenuise et donc des acheteurs qui valent de l'or par rapport à avant. Donc moi, je me souviens, par le passé, c'était plus simple d'être financé. En l'occurrence, moi, c'était par un prêt étudiant, donc c'était très tranquille, très facile. Mais c'était compliqué de négocier, où tu faisais des visites et tu essayais de faire une offre en dessous du prix. On te disait bah merci, mais derrière toi, il y a 15 visites, il y en a un qui va acheter au prix. Aujourd'hui, tu fais une offre, tu montres que tu peux avoir un financement sans condition, c'est-à-dire que tu n'as pas des conditions suspensives d'aller chercher un crédit à la banque, etc. Ça vaut de l'or. Donc on peut négocier. Donc aujourd'hui, on est dans un beau marché d'acheteurs. Et donc cette personne-là, en l'occurrence, il y avait un bien qui était affiché à 125 000 euros. Et on l'a eu à 95 600 euros. Donc, voilà. Par les considérations actuelles du marché. Oui, là du coup on est passé chez le notaire mercredi 6 mars. Ok. C'est du tout frais, hein. C'est mercredi dernier. Et du coup, si on reprend étape par étape, donc, premièrement, je crois que la première étape, ce serait de trouver des endroits, peut-être faire une étude de marché ou voir ce qu'il est possible d'acheter. D'après toi, comment on ferait? Tu auras un petit tips pour faire ça? Pour un premier investissement immobilier? Ouais, et ce qu'il Ok. faut connaître, je suppose qu'il y a une certaine notion d'insight à avoir de... Ok, parce que tu vois, par exemple, Saint-Étienne, moi, je me dirais pas Oui. que je connais pas, tu vois. Donc, est-ce qu'il faut chercher localement, dans son propre patelin, les choses qu'on connaît pour voir qu'est-ce qui est possible ou pas? Ou bien il y a des zones, comment tu ferais si tu partais de zéro? Si vraiment tu dois commencer de zéro pour investir en immobilier, la première chose avant de rechercher un secteur ou quoi que ce soit, c'est de connaître son budget. Ok. Dans un premier temps, il faut déjà faire une introspection. Parce que voilà, tu as des gens qui veulent investir. Si t'es fauché, si t'as zéro. Ah, ça va être compliqué. N'investis pas. Après, des fois, il faut savoir le dire aussi. Il y a des gens qui sont déjà venus nous voir pour investir en immobilier. Bon, tu as des solutions, des fois, pour obtenir du financement quand même. Mais si tu es étudiant et que tu n'as pas la capacité d'avoir des garants pour faire un prêt,
Là, ça commence déjà à devenir compliqué. Ok. Euh, Admettons juste, t'as pas de capital. T'as des garants, mais tu veux juste leverager le prêt étudiant pour faire un. Ok. Ça, tu peux. Après, tu as des stratégies. Tu as l'association. Tu peux passer en. Alors, soit ce qu'on va appeler l'achat en indivision, en immobilier. C'est-à-dire. Ce qui est, en gros, c'est que tu vas être. Imaginons, là, tous les trois, on fait un prêt à 60 000 chacun. On peut acheter chacun un bien à 180 000 euros. Ok. Du coup, Camille, tu détiendras 33% du bien. Boris, 33 un tiers. Et moi, 33 un tiers. On a tous 33 un tiers du bien. Par contre, là où c'est problématique, l'indivision, c'est que si on a un de nous trois qui veut revendre le bien, on est obligé de revendre le bien. Ouais. Et donc, ça force les deux autres qui sont peut-être pas forcément dans une optique de revendre. Le passage en société pour l'association est intéressant dans le sens où on peut revendre les parts plutôt que revendre le bien. D'ailleurs, dans une optique de transmission du patrimoine, c'est meilleur aussi le passage en société. Parce qu'au lieu de dire, enfant numéro 1, tu prends la chambre, l'enfant numéro 2, il prend la cuisine et puis l'autre les toilettes, là, tu prends X% de la société. Et donc, le passage en société pour investir à plusieurs, c'est bien. Tu as ce biais-là qui permet de démultiplier la capacité d'investissement. Sinon, aujourd'hui, c'est la fiche de paye. Vraiment, le meilleur levier pour aller emprunter, c'est fiche de paye, bonne tenue des comptes. Pareil, si tu finis à découvert tous les mois et qu'on voit que tu as un budget Uber Eats à 300 balles par mois, ça va être compliqué. Tu vois, tout ce genre de Pourquoi choses-là. tu me regardes quand tu dis ça? Non, moi, après, Je y a pas- rigole, je mais tu vois, c'est- m'auto-attaque. tout ce genre de choses-là, il faut savoir que les banques, elles vont regarder les 3 derniers relevés bancaires et les 3 dernières fiches de paye. Donc, au moins 3 mois à l'avance, il faut que tu t'assures que ce soit clean. Voilà. Cuisine. Exactement, c'est ça. Tu cuisines, tu te 3 mois. restreins, tu mets de l'argent sur ton livret A, t'épargnes. Ouais. Et voilà, ça, c'est vraiment la première étape. Étude de la capacité d'investissement. Et après, comprendre sa strat. Est-ce que je vais faire du patrimonial, du cash flow? On en parlait tout à l'heure. Ouais. Ok. Et ensuite, effectivement, pour débuter, si vraiment tu débutes, alors soit tu connais quelqu'un de confiance dans une autre ville, et là, tu peux déléguer tout ou partie du projet, ou en tout cas une partie. Soit, effectivement, si tu veux vraiment faire tout par toi-même, c'est mieux si tu es dans une ville que tu connais. Parce que tu connais le marché, tu connaîtras probablement des amis à toi ou des amis de tes parents ou des amis d'amis qui ont acheté, revendu dans le marché. Tu peux connaître aussi les projets qui sont en cours dans la ville. Ça te donne quand même une fourchette. Et Ok, donc c'est quand tu débutes, plus- c'est important parce que tu n'as aucune échelle en fait, pour te situer au début. Donc c'est plus intéressant de commencer par déjà t'introspecter comme tu as dit. Ensuite, après, potentiellement t'informer un maximum sur tout ce qui est YouTube. Ça, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui en parlent. Oui. Mais surtout, ce qui a fait la différence pour toi, c'est d'être associé, d'aller à des événements, de rencontrer des gens qui ont fait déjà avant pour comprendre. Donc ouais, peut-être commencer par se rapprocher de personnes Oui. qui s'y connaissent, qui savent, pour avoir cette vision et justement pour minimiser les risques et pour pas faire n'importe quoi. Exactement, c'est ça. Et tu vois, on parlait justement du réseau, le fait de connaître du monde. Donc nous, avant d'aller acheter à Saint-Étienne, moi, c'est pas une ville que je connaissais si bien que ça. Je connaissais des gens qui avaient acheté là-bas, mais on a pris un Airbnb pour une semaine et vraiment pendant une semaine, on a fait tout Saint-Étienne à pied, on a fait les rues, on regardait l'ambiance. Bon, peut-être qu'on était trop prudents, mais on passait le matin, le midi, le soir, on regardait est-ce que ça craint pas, machin. On parlait avec des gens sur place, donc du coup, ça nous a quand même énormément enrichi au début. Et voilà, le fait d'échanger aussi avec des agents immobiliers, il y a des agents immobiliers qui sont bons. Pas forcément tous bonne réputation, mais tu en as qui sont bons. Il faut savoir aussi pouvoir parler avec eux, récupérer leurs insights, parce que voilà, ils peuvent quand même apporter de bonnes affaires. Et ça peut être eux qui apportent des fois du off-market. Et ça, c'est intéressant, le off-market, parce que tu es beaucoup moins en compétition sur un deal, quoi. Ok. On va avancer un petit peu. Donc après ça, tu intègres le M Lyon. Oui. Pourquoi? Rapidement. Du coup, en rentrant des États-Unis, master gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine. Je fais en alternance, donc je suis à Paris dans un cabinet. Ok. Et donc à ce moment-là, je candidate en fait à plein d'écoles. Je suis pris dans différentes écoles. Je suis pris à l'EDEC, je suis pris en master finance, etc. Mais j'ai mieux senti l'atmosphère, l'ambiance à l'EM Lyon. Ah ouais. Parce que je me suis dit, un entrepreneur accompli se doit de travailler son réseau. J'avais le sentiment qu'il y avait une meilleure vie associative, tu vois, une meilleure ambiance Ok. à l'EM Lyon. Aujourd'hui, je regrette pas du tout parce que j'ai Ouais, fait t'as des pas été. rencontres. Déjà, du coup, on s'est rencontrés à l'EM. Puis aussi d'autres très bonnes relations que j'ai pu faire à l'EM. Un réseau aussi alumni qui est hyper disponible. Et bon, après, voilà. Hein, T'as réussi à le leverager? En partie. Ok. En partie. Parce que il y a souvent cette idée du réseau, mais c'est pas tout le monde qui arrive à l'exploiter, tu vois.
y a beaucoup qui disent ouais, les alumni ne répondent pas, ou bien ils te répondent juste oui, Ouais. d'accord, non. Alors, il y a Comment- aussi. Est-ce que tu avais une strat pour l'exploiter ou au-delà de ça? Ah ouais, il y a une compétence moi, que j'estime qu'il faut vraiment avoir dans la vie. Par contre, du coup, c'est la résilience. Ok. La résilience, je l'ai appris lorsque j'ai fait mon alternance en gestion de patrimoine. Ok. Quand j'étais en rendez-vous avec des mecs qui me prenaient pour un débile puisque j'avais 21 ans et que ça les faisait chier de faire gérer leur argent par un mec de 20 ans, 21 ans. Et donc, du coup, bah, forcément, tu te prends un taux de refus. Au début, c'est dur, il faut pouvoir te montrer, montrer que tu en veux, montrer que tu es capable de bien parler, etc. Et donc, du coup, ça t'habitue aussi au rejet, au refus, à te prendre des noms. Et forcément, c'est vrai que si tu contactes des alumni dans l'espoir qu'un mec sur un va te répondre, tu vas Ok. vite être déçu. Tu joues sur le nombre. Et si tu passes, franchement, si qui que ce soit là qui regarde la vidéo a déjà fait de la prospection, a déjà distribué des flyers en intérim à la sortie du métro, a déjà fait quoi que ce soit comme ça, vous savez que le taux de conversion il est faible. Ou même si tu as déjà envoyé un email à 200 mecs pour regarder combien de personnes vont s'inscrire et sur les gens qui sont inscrits, combien de personnes vont venir, tu sais que le taux de conversion, il est très faible. Donc voilà, déjà là-dessus, il ne faut pas se décourager parce que typiquement, pour te donner un exemple concret, chaque endroit où je vais, j'essaye dans la mesure du possible, chaque ville où je vais, de toujours contacter quelques alumni avant d'y aller. Donc là, le dernier gros exemple en date, c'était, donc je suis allé à Dubaï voir des investisseurs avec lesquels je travaille. Et on a 114 alumni, je crois, ou une centaine d'alumni à Dubaï. Je les ai tous contactés. Ok. Et j'ai eu un retour d'environ 10 personnes, Ok. et il y en a 3 que j'ai rencontrés. Ah ouais. Tu vois, donc au final, si j'en avais contacté 10, au final, j'en aurais peut-être rencontré aucun, et je me serais dit, c'est un réseau nul. Ouais, mais c'est ça. Des fois, j'ai des Ouais. potes ou j'ai des gens que j'accompagne et ils me disent ouais, mais j'ai contacté des gens, etc. Ok, qu'est-ce que tu as fait quand tu les as contactés? Ouais, bonjour, j'aimerais savoir est-ce que vous avez une place dans l'entreprise? Tu vois, t'arrives et tu Ouais. demandes, tu vois, quelque chose. Mm. Alors qu'en fait, si t'as et ça marche, enfin ça ne marche pas, mais c'est un raisonnement de court terme. C'est une stratégie de court terme. Et en plus, souvent, la plupart des gens, quand ils pensent réseau, ils se disent ok, je vais faire une action, je vais faire un effort seulement si j'ai un résultat d'abord. Et toi, ce que tu prouves avec ton truc, c'est que déjà, il y a une question de quantité, et c'est des mathématiques. Et aussi, c'est plus tu contactes différentes personnes, plus tu tentes différentes manières d'approche, etc. Et que tu as cette vision long terme de peut-être commencer par leur apporter de la valeur avant d'essayer de demander quelque chose. Ouais, complètement. C'est vrai que dans la démarche de prise de contact, de toute manière, moi j'ai arrêté maintenant de vraiment contacter les gens dans l'optique d'avoir un stage ou d'avoir des conseils. J'avais rencontré un entrepreneur francophone à Dubaï justement qui m'avait dit, il est assez connu, il m'avait dit les merci et les s'il te plaît, on en a plein les poches. Il disait, il y a un moment donné, j'aimerais avoir des gens qui me contactent et qui me disent voilà ce que j'apporte sur la table. Et ça, c'est vrai que c'est... Ouais. Du coup, ça m'est resté en tête et ça m'a vraiment confirmé dans l'intuition. Et effectivement, quand je vais démarcher, mais que ce soit alumni ou quelqu'un d'autre, hein, c'est vrai que j'essaie de garder cette image en tête. Et ça, il y a certains livres de développement personnel qui l'abordent, mais c'est... Voilà, les gens, en vrai, ils s'en foutent de toi. Ce qui les intéresse aussi, c'est leur personne. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut m'apporter à moi dans ma vie, dans mes occupations, dans mon train de vie du quotidien où je suis busy H24. Donc, quelle est la proposition de valeur que tu peux avoir pour interrompre ma routine? Même ne serait-ce que pour retenir l'attention. Exactement. Mais plein de gens, ça les ennuiera d'interrompre leur sacrée sainte routine parce que on est de la même école. Donc du coup, effectivement, c'est vrai que tu peux surprendre, tu peux choquer, tu peux... Moi, je sais que la prise de contact, je la faisais plus du style j'ai ma boîte, j'ai vu que tu es entrepreneur, ou alors pas forcément entrepreneur, mais on est dans des industries qui se ressemblent ou pas, enfin j'adapte à chaque fois. Voilà, ça te dit de boire un café pour parler business, etc. Voir si moi je peux t'apporter des choses, toi tu peux aussi apporter des conseils sur ma structure. Et de cette manière-là, j'ai pu rencontrer des gens du réseau vraiment sympas. Alors il y a des grosses têtes que malheureusement j'ai pas réussi à avoir encore, mais voilà. Et après ça, plus le fait aussi, là il y a beaucoup d'événements de l'EM à Genève. Je savais pas ça. Pour quelqu'un, la communauté alumni de l'EM Lyon, elle est hyper active à Genève. La communauté alumni de l'EM Lyon, elle est hyper active à Genève. T'as Aurélien qui est un des responsables de la communauté là-bas, qui est banquier privé, qui anime beaucoup d'événements. Et donc t'as beaucoup d'événements là-bas. Pour du coup faire la petite passation aussi, s'il y a des gens qui sortent d'école qui veulent investir en IMO, fiche de paye suisse, ça tabasse aussi. Ouais. Donc là, tu peux faire de l'IMO bien comme il faut. Okay.
Moi, d'ailleurs, c'était mon game plan. Avant de me mettre vraiment 100% dans le business, je m'étais dit, je fais 2 ans en Suisse, je fais des grosses fiches de paie, j'investis dans l'IMO, je suis rentier, et après, je fais mes business. Tu vois, ma vision de la vie, elle est très Ouais, simple. il y en a beaucoup qui ont celle-là, ouais. Et bon, au final, après. Qu'est-ce qui fait que justement tu transitionnes et vas-y, let's go, entrepreneuriat, quoi. Parce que j'ai eu des opportunités où je me suis dit que je regretterais de pas les prendre et Ok. je pouvais les mener à bien que en étant à plein temps. Ok, donc raconte-nous un peu le début de l'Orange Club. Ouais, Leverage Club au début, donc en gros, à la base, donc, on sort du monde associatif pour faire notre boîte. On commence par faire du média, donc on a des blogs sur l'investissement. On bosse en affiliation. Excuse-moi, avec Avec mes associés. l'association de l'IAE. Avec la société, cette Avec- fois. Ok, la La- société que vous avez construite après avec les gens Exactement. de l'association de l'IAE. Ouais, Ok. c'est ça. Bon, du coup, on est 4 au total. Ok. Dont, du coup, moi et mes deux associés, donc on est 3 de l'asso. Ok. De l'association. Ok. Dans la société. Et du coup, donc, on fait des médias, on fait plein de blogs en affi. En vrai, ça tourne pas de ouf. Enfin, genre, je pense la Qu'est-ce première que année. t'appelles en affiliation du En coup affiliation, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Donc, tu en fais gros, des... Explique un petit peu. on fait des articles sur des sujets, des formations, etc. Donc, on a bien vendu les formations de Green Bull, d'ailleurs. Donc, Des formations quoi Green Bull, C'est quoi c'est une société, la société dans laquelle Yann Darwin est VP marketing. Donc, Yann Darwin, c'est un mec pas mal suivi sur YouTube, il a 700 000 abonnés, je crois. Ok. Et il parle d'investissement. Et c'est d'ailleurs en partie grâce à lui que je me suis lancé dans Ok. l'immobilier. Donc ce que tu fais techniquement, enfin concrètement, c'est que tu prends des produits qui existent déjà Oui. et en gros tu crées un blog, un site où tu attires du trafic et Exact. en gros tu vends les produits des autres en prenant une commission sur eux, c'est ça? C'est ça. Donc Ok. en gros, l'affiliation, c'est un business vraiment pour débuter qui est assez simple. Tu crées rien. En fait, ce que tu crées, c'est du trafic vers un produit. Ok. Donc idéalement, si tu es doté de bonnes intentions, tu vas prendre des produits qualitatifs. Oui, bah oui. Du coup, c'est ce qu'on a fait, parce qu'en plus, un produit quali vend mieux. Et Bien donc, sûr. voilà. Donc, on fait ça. On doit faire, je pense, 18 000 euros de chiffre d'affaires la première année. Donc, c'est vraiment pas top. Il y a un moment donné, on fait vraiment, je suis en lendemain de soirée, j'écris un article sur une crypto. Donc, c'est une ICO sur une crypto. Donc, c'est une levée de fonds sur une Ouais. crypto. Tu as les IPO en bourse et ICO, c'est Ouais. Initial Coin Offering. Et donc, c'est une introduction sur le marché crypto d'un token. J'écris ça, je suis en lendemain de soirée, je suis dézingué, j'écris ça dans le train, je fais ça en 3 heures. Et l'article, je sais pas pourquoi, il fait 250 000 $ d'investissement. Et nous, on avait un taux d'affi à 25%. Donc, on récupère 60 000 $ Wow. en monnaie de la crypto. Ouais. Donc, le projet, en l'occurrence, on était comme des fous. Nous, ça y est, on se disait, c'est bon, on a tué le truc. Et bon, au final, après, le projet, il a un petit peu crash. Donc, nos 60 000, eux, on pouvait pas les revendre de suite. Ok. Après, ils se sont transformés en 2000 $, je crois, même un peu moins, beaucoup moins après. Et voilà, bon, là, le projet, je suis content, il est pas mort. Donc, il remonte un petit peu avec le bull run qui revient, donc ça, c'est cool, on est content. Et il reste pas beaucoup de temps, viens, Ouais. on passe sur Ouais. le wedge. Et voilà, du coup, donc après, on fait ça, et progressivement, voilà, on passe de plus en plus sur de l'investissement. On gère des portefeuilles, on partage ce qu'on fait en story. Des gens viennent vers nous, et là, on se dit, OK, bah, on veut vraiment bosser dans le conseil en investissement. Donc on l'a fait au début avec nos proches, donc famille, amis proches, Ok. réseau proche. Et après, Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? c'est optimisation fiscale, Ok. anticipation de la succession pour une personne qui s'approche de la retraite, qui n'avait pas forcément optimisé des choses, et investissement. Donc nous, en fait, on va situer, comment dire, notre but, c'est d'aller chercher de la performance pour les investisseurs de manière adéquate au profil de risque. Alors que s'il y a un mec qui veut faire du 100% par an, je dis pas qu'on a le truc pour faire du 100% garanti, mais en tout cas, on va tout faire pour lui donner les pistes pour faire du 100% par an. Après, 100% par an sur quoi? Sur le patrimoine, sur le patrimoine financier, sur le patrimoine global. Nous, on essaie de mettre en place tous les leviers qu'on a à disposition pour optimiser le patrimoine d'une personne. Donc, levier bancaire, dette bancaire, levier, par exemple, ce qu'on va appeler le lombard en financier. Donc, C'est quoi? tu vas mettre des capitaux, par exemple, chez un assureur, et en contrepartie, donc l'assureur va backer ses capitaux. Tu places 100K chez un assureur, l'assureur va dire, OK, moi, en gros, c'est comme une hypothèque sur du capital financier. Donc, en gros, ils vont dire, OK, on bloque ces 100 000 euros et en échange, on va te prêter, par exemple, 60 000 euros. Tu as le même principe avec ce qu'on appelle le nantissement en banque. On va nantir des capitaux. On bloque des capitaux pour te prêter des capitaux en contrepartie. Donc voilà, on va essayer d'optimiser ça à fond avec des schémas patrimoniaux et fiscaux légaux, mais voilà, je veux dire que peu de gens connaissent.
et à travers la recherche active d'opportunités d'investissement qui ne sont pas en dehors des sentiers battus. Ça va rester bourse, ça va rester crypto pour les plus agressifs, immobilier. Mais voilà, on va essayer en tout cas d'aller chercher une approche dynamique et agressive là-dessus. Et donc, on fait principalement ça. Et de l'autre côté, voilà, du coup, on a toute cette partie expertise fiscale et patrimoniale qu'on applique du coup sur les patrimoines des gens, passation de société, optimisation fiscale. Comment vous la développez, cette expertise? C'est par tes expériences avant en gestion de patrimoine, par exemple, tes études, etc. Ou bien vous avez fait de deal, ou bien c'était au début, justement, vous avez testé avec une première personne, et puis après avec une autre, et du coup... Alors, c'est un métier, mine de rien, que tu apprends beaucoup sur le terrain. Ouais. Parce qu'il y a tellement de cas. Toi, tu regardes un livre de Fisca, ça peut faire 300 pages. C'est que la Fisca de l'immobilier, par exemple. Et tu as la Fisca des placements financiers. Donc, c'est extrêmement vaste. Donc, il y a une bonne partie qu'on a déjà accumulée au fur et à mesure des événements, des rencontres qu'on a fait. Le master en gestion de patrimoine, aujourd'hui, on a quand même le titre de juriste du patrimoine. Tu as des obligations de formation annuelles aussi, parce que c'est une profession qui est extrêmement réglementée. Ouais. Aujourd'hui, nous, on est enregistré auprès de l'ORIAS, qui est l'organisme qui enregistre les professionnels de l'investissement. Donc voilà, tu as toutes ces obligations de formation. Plus, donc, comme je disais, sur le terrain, échange avec fiscalistes français, internationaux, sur de la fiscalité internationale, sur de la fiscalité française, experts comptables, etc. C'est aussi beaucoup d'échanges comme ça, qui font qu'au fur et à mesure, quand tu fais ça tous les jours, toute la journée, tu développes des automatismes. Et là, moi, ça doit faire, je pense, vraiment que j'en bouffe tous les jours, ça doit faire 3-4 ans. Okay. Là, c'est vraiment tous les jours depuis 2020. Quoi. Et donc, la strat, c'est que vous commencez à, parce qu'avec tes associés, vous commencez à faire ça sur vos proches d'abord, pour, je suppose, générer un peu de la preuve sociale, un peu, les premiers témoignages, etc. Ouais. Et après, sur des clients plus sérieux, puisque là, tu en as une centaine déjà que tu en es actif, comment vous faites pour avoir de la crédibilité, de vous dire aller démarcher les clients concrètement? C'est quoi ton taf, ton lifestyle un peu, de tes journées, ce que tu fais, etc. concrètement? Au niveau des journées, moi je suis beaucoup sur la partie network en vrai. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, je parle tout le temps de ce que je fais. Voilà, vraiment, après c'est devenu partie intégrante de mon quotidien. Comment est-ce qu'on est crédible face à des gens qu'on ne connaît pas? Souvent, comme tu as dit, give first. Donc, et c'est pas très dur. Honnêtement, tu te rends compte que c'est une industrie qui est névrosée au possible. Ouais. D'ailleurs, j'invite chaque personne qui regarde cette vidéo à consulter, si elle a un placement, son avis de situation, par exemple d'une assurance vie. Il y a qu'à regarder les frais que les banques elles mettent. Et moi, j'ai décortiqué parfois des contrats avec des investisseurs. C'est scandaleux. Hein. C'est du 3% de frais d'entrée, 1% de frais de gestion, 15 € par mois de frais de tenue. Tu t'y retrouves même plus, quoi. Je me souviens d'une investisseur qui mettait 600 € par mois d'investissement sur une banque dont je ne citerai pas le nom, mais globalement, sur les 600 € investis, avec les frais de gestion et tous les autres frais, elle se retrouvait à 16 € annuels investis en réalité. Moi, je vais citer un nom, la Banque Populaire, qui vient de m'ouvrir une caisse d'allocation, je sais pas quoi, et qui vient de me ponctionner 100 € sans mon consentement. Merci de me restituer mon argent. Vas-y. Non mais voilà, tu vois, et quand tu vas apporter cette valeur-là et un regard un peu innovant sur le patrimoine, tu te rends vite compte que tu es du côté des gens. C'est-à-dire que tu n'es pas le mec qui va essayer de leur vendre un placement. Tu es plutôt Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressors. C'est une approche très authentique. Où, en gros, on est dans la même équipe. Et de toute façon, ma manière d'être rémunéré, elle est très souvent indexée sur la performance que je génère pour un investisseur. Ok. Donc, c'est pas juste des promesses, on va faire fructifier ton argent. Parce que toi, j'ai vu que tu fais, parce que je sais un peu comment tu travailles, c'est vraiment, tu es dans la pédagogie, l'accompagnement, et t'es dans la même team, quoi. Ouais, mais là, tu vois, ça, il y a eu des fois où ça m'a beaucoup stressé, parce que j'ai une implication émotionnelle très forte dans les dossiers. Là, j'ai fait péter un compromis pour un investisseur où ça m'a beaucoup stressé, parce que j'estimais que le projet, c'était un agent immobilier qui l'avait mis dessus, j'estimais qu'il n'était pas sérieux, le projet. En tout cas plus assez intéressant. Et vraiment, on a remué ciel et terre, essayer de trouver une faille dans le compromis pour faire péter le compromis. Mais il y a vraiment cette implication très forte, parce qu'en fait, je vais gérer l'argent comme si c'est le mien, tout en sachant que c'est pas le mien. Donc je vais vouloir le mieux avec le minimum de risque. Et voilà, ça, c'est justement une partie maturité sur laquelle je suis en train de bosser, où sans perdre en sérieux, je détache un petit peu de... Voilà, c'est ça. Mais un détachement qui me permet d'être plus lucide, même, tu vois. Donc c'est d'autant plus rassurant, je trouve. Donc voilà, l'idée, c'est apporter de la valeur. On se met dans le même camp que les investisseurs. Et puis,
déjà, on a l'avantage de ne pas être, tu vois, on n'a pas cette image de banque ou autre qui peut parfois être un peu négative. Donc voilà, ça va jouer. Après, c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont nous prendre pour les petits jeunes de la finance. Comment tu comptes cette barrière-là, par exemple? Bah, c'est assez compliqué, hein, mais souvent, après, comment dire? Comme on disait tout à l'heure, les gens, ils s'en foutent de toi, en réalité. Ce qu'ils veulent voir, c'est ce que tu peux faire pour eux. Ouais, c'est vrai. Et en vrai, même moi, tu vois, si demain, il y a un mec de 16 ans qui me dit, Bastien, je peux te prouver par A plus B que je peux faire décupler ton capital en 6 semaines, et que je vois qu'il peut le faire et que c'est tangible, bah, je me dis, ok, let's go. Aucun problème d'âge, de fierté, de machin. Je pense que ça, c'est bien. Il y a des investisseurs très matures qui nous font confiance. Là, un projet immobilier sur lequel on bosse, où l'investisseur il a plus de 50 ans, il a aucun problème à nous laisser gérer carte blanche, quoi. Donc après, c'est plus pour les patrimoines un peu plus élevés, où là, c'est pas forcément la même optique. Sur un investisseur qui n'a pas encore trop de patrimoine, l'approche, c'est vraiment création de patrimoine, création de richesse, création de valeur. Sur un patrimoine qui est déjà existant, les intérêts qu'il va avoir, il faut vraiment les questionner. Est-ce que c'est générer des rentes sur le patrimoine déjà existant? Est-ce que c'est juste battre l'inflation et conserver un patrimoine à 6 millions d'euros, par exemple? Est-ce que c'est faire ça, préparer la retraite, optimiser la transmission? Donc là, on n'est pas sur la même catégorie d'objectifs. Donc là, il faut adapter le discours aussi pour pas effrayer la personne et lui dire « Ok, on va faire de la dette à tout va, etc. » Parce que fondamentalement, en tout cas, moi, c'est l'approche que j'ai avec les gens qui veulent créer de la richesse au début. Il faut savoir faire de la dette, il faut savoir créer des sociétés, il faut savoir faire de l'immobilier, parce que c'est des vecteurs de création de richesse qui sont, pour moi, les meilleurs. Avoir une approche transversale un peu. Avoir une approche transversale et puis surtout connaître les règles du jeu pour s'en servir du mieux possible, quoi. Ouais, parce qu'il y a toute une notion de juridique aussi, Oui. qui est l'investissement, c'est encadré. C'est pas n'importe quel zozo sur Internet qui peut dire, qui peut donner justement des conseils et tout ça. Et donc c'est pour ça que tu as parlé des certifications que tu avais et tout. Ouais. Par rapport maintenant à ton métier concrètement que tu fais, et, donc, l'entrepreneuriat, dans la finance, tout ça, tu fais de la gestion et tout. C'est quoi les downsides, un peu les inconvénients, et pour qui ce n'est pas ce que tu fais? De l'investissement ou alors du métier de conseiller en gestion, enfin de gestionnaire privé? De deux. Ça peut être, dis-le, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'investissement, au niveau de la gestion. Ok. Au niveau entrepreneuriat, moi je pense que la plus grosse perte, entre guillemets, c'est de perdre le fil, pas savoir faire la distinction vie pro, vie perso. Okay. Et y a des gens, ça leur coûte des mariages, il y a des gens, ça peut vraiment ruiner leur relation. Moi, c'est vrai que là, je suis encore au stade où j'ai du mal à faire la distinction. Je le fais, hein, franchement, je vais voir souvent mes parents, voir souvent ma famille, mes amis, etc. Mais j'ai beaucoup de mal à couper. Souvent, c'est 7 sur 7, 24. Enfin, 24 sur 24, 7 sur 7. J'entreprends aussi, donc, mais je crois pas trop à l'équilibre de vie pro-perso, tu vois, pour un entrepreneur. Au début, je pense que tu as cette phase de... J'ai plus l'impression que c'est tu charbonnes, tu as des périodes de charbon intense et repos, tu vois. Où tu sais que tu coupes, mais par contre, il faut vraiment couper. Ouais. Et justement, comme tu as dit, famille, amis, etc., tu as des moments de repos, mais sinon, charbon. Si tu veux vraiment que ça avance et que tu as un focus, quoi. Après, je pense que ça dépend des objectifs de chacun. C'est vrai que je pense que si tu as la vision vraiment créer quelque chose de gros... Ouais, c'est ça. C'est dans ce sens-là, ouais. Mais j'ai un ami à moi, typiquement, il bosse... il est vraiment hyper à cheval sur sa qualité de vie. Il bosse... doit bosser 3-4 jours par semaine. Il fait des salaires à plus de 10 par mois. Parce qu'il a optimisé ses systèmes et que c'est un mec qui pense qu'à ça, optimiser mon système. Comment j'apporte un max de valeur en un minimum de temps à un maximum de gens. Et lui, après, il n'a pas vocation à créer une boîte, un empire. Il ne cherche pas forcément plus. Non, pour l'instant. Parce qu'il a un équilibre qu'il aime. C'est ça, pour l'instant. Et à côté, le mec, il est trop heureux. Hein. Il fait du sport, il est beau gosse, il est grand, il est en bonne santé. C'est la nuance, en fait. Si tu veux vraiment faire des trucs, être numéro uno sur un truc et être vraiment... ambitieux mode, il y aura forcément du focus et du sacrifice. Si tu as juste, par exemple, ça dépend des business models en fait. Si tu vends un service et que ça te convient avec un certain seuil de thunes par mois, de dégager par exemple un 5, un 6, même voire jusqu'à un 10. Mais après, quand tu veux monter au-dessus, je pense qu'il faut... C'est ça, exactement. Je pense que de toute façon, au début, dans chaque chose, tu es obligé d'avoir une phase vraiment de business dur au début. Yes, ça marche. Terminé. Je pense au début, de toute façon, tu es obligé d'avoir dans tout business une grosse phase de grind au début où vraiment faut que tu charbonnes comme un malade parce que tu connais pas, parce que tu te trompes, tu fais des erreurs, etc. Et après, oui, tu peux quand même un peu pérenniser ton activité. Tu vois, même moi, à terme,
J'ai envie de voyager, mais je sais que je vais pouvoir bosser depuis l'étranger, mais j'ai quand même aussi envie de profiter de ça. Tu voyages déjà pas mal. T'as un Après, oui, lifestyle. oui, ça Dès que va. je l'ai au téléphone, ce mec, il est, je sais pas, je suis dans le sud, Ouais. je suis dans machin. Après, ouais, C'est c'est, stylé après, aussi. c'est aussi beaucoup pour le travail. Mais, Ouais, non, mais je sais. et tu vois, C'est et ça là, qui est d'ailleurs, cool. on est en train de voir pour potentiellement, et je vais m'avancer à Petite prendre le exclu. risque de le dire là, Euh, potentiellement, on est en train de voir, tu sais, on a une conciergerie à Oui. Cannes, donc on a en gestion plusieurs biens, là, on est en train de voir pour en récupérer d'autres. Donc d'ailleurs, depuis qu'on a échangé, qu'on avait 17, potentiellement, ça va être un peu plus là, dans les ok, prochains ok, jours. cool. Et on est en train de voir pour, du coup, également, partnership avec d'autres personnes pour faire de la conciergerie et en avoir une au Mexique. Ça, c'est Mhm. des énormes pincettes. C'est Ouais. pas encore fait. Ok. C'est en discussion. Et, mais tu vois, cet aspect-là, il est vachement cool aussi de dire, OK, bah, je peux profiter des graines que j'ai plantées. Enfin, Ouais. pour moi, en tout cas, la vision, c'est aussi d'être en bonne santé, de profiter, d'avoir des relations qualitatives, amicales, amoureuses et familiales. Donc, Ok. Deux petites dernières questions. Ouais. Le business model, les sources de revenus, à peu Ouais. près, comment ça se passe pour vous? Parce qu'on a vu comment t'avais les clients et tout. Et ensuite, pour finir, tes ambitions pour la suite, un peu avec le Rachel. Ouais. Du coup, ouais, juste pour revenir d'ailleurs sur l'obtention de nouveaux investisseurs, il y a aussi beaucoup d'événements. On fait des Ok. événements webinaires en ligne, etc. Chaîne YouTube Média, qui est forcément t'apporte de la valeur, ça crée de la confiance, etc. Au niveau des sources de revenus, du coup, principalement, ça va être la vente d'honoraires. Où là, bah, vraiment, on va facturer du conseil, des honoraires de transaction, par exemple en immobilier également. Tu vas avoir des frais de surperformance sur certains placements qu'on a. Tu vas avoir des frais, par exemple, que là, pour le coup, ça, c'est côté investisseur. Côté maintenant partenaire, on est rémunéré par les compagnies d'assurance sur l'actif qu'on a sous gestion. On peut être rémunéré de différentes manières, en gros avec des avances de rémunération. Ensuite, tu es rémunéré du coup à l'actif sous gestion. Et tu peux être rémunéré aux capitaux que tu lèves, soit du coup, encore une fois par les assurances, soit par des organismes privés. Je te prends un exemple, un marchand de biens, quelqu'un qui fait de l'achat-revente en immobilier, il peut avoir besoin de 100 000 euros, il lève de la dette privée, le projet il est backé, il est sécure, je peux dire ok, on te lève 100 000, on va te facturer à toi 5% de levée de fonds, comme ça on ne le facture pas à l'investisseur, et c'est le partenaire qui nous paye pour lui lever des fonds. Ok. Donc on a toutes ces sources de revenus là, et T'auras après... un, excuse-moi, t'auras un chiffre, peut-être de ce que vous avez généré déjà, ce que tu gagnes, ou une ambition en termes d'argent que vous voulez gagner. Je sais que ça intéresse souvent les gens. Ouais, Donc, bah, je peux te dire, là, sur l'année dernière, donc on n'est pas encore à plein temps l'année dernière, on fait à peu près 80 000 euros, tu vois, sur l'année. Sachant qu'après, c'est quasiment que de la marge en soi, on doit avoir 500, 600 balles d'abonnement par mois. Là, sur cette année, les objectifs sont plus ambitieux, puisqu'on vraiment, on a le passage à plein temps. Donc, bon, j'ai pas envie trop d'annoncer ouais, parce que d'objectifs. mais ça concerne pas que toi. Ça. voilà, après, voilà, en termes d'objectifs de collecte sur ma partie sur laquelle je suis responsable, moi, je vais essayer d'aller récupérer plusieurs millions. Donc là, c'est déjà plutôt bien entamé. J'ai eu quelques rendez-vous déjà avec des investisseurs où progressivement, j'ai eu des amis à moi qui m'ont contacté pour placer, etc. De plus en plus, et j'ai aussi des clients qui sont déjà assez conséquents, qui m'ont fait de la reco puisqu'ils étaient contents. On arrive à un stade aussi du business où on a de la recommandation. Ça vaut de l'or. Ouais. Donc voilà. Puis après, en interne, on a aussi d'autres branches. Donc on a une personne qui s'occupe de gérer en interne des capitaux sur une gestion ultra active, donc gestion trading. C'est pas un service qu'on propose à nos clients encore. Et une autre personne qui est vraiment sur une partie digital, web, service aux entreprises. Ok. Et on se fait vraiment de l'apport d'affaires mutuel entre les différentes boîtes, entre les différentes marques. Donc vous êtes combien, vous On est 4 associés. 4. Ouais. Bon, bah merci. On va y aller, je crois. Je crois que c'est l'heure. Yes. Bah, merci à vous en tout cas pour l'invitation. Merci d'être venu. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme je l'ai dit, like, abonnement, le touti, vous connaissez. Merci à Camille. Merci. Et bah, à la prochaine.